Alors, avec nous, une invitée exceptionnelle. C'était dit par Christian Expert tout à l'heure, ancienne ministre du Travail et auteur d'un rapport sur l'attractivité de ces métiers du grand âge, commandé par le ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn. Bonjour Myriam El Khomri. Bonjour, ravi d'être là. Merci de l'invitation. Merci à vous d'y avoir répondu et d'être présent avec nous. On va revenir beaucoup sur ce rapport, conduit sur la base de 150 entretiens que vous aviez menés. Il a fait date, et puis il se prolonge avec la mission Laforcade, avec la loi sur le grand âge qui viendra. C'est un rapport très intéressant parce qu'il dresse à la fois le constat de ce secteur, des difficultés rencontrées par ce secteur, de précarité, de conditions de travail, mais c'est aussi un rapport qui est un appel à agir, opérationnel, avec des objectifs à atteindre. Vous dites il faut diminuer d'1/5 la sinistralité et un grand plan de ce que vous chiffrez à 100 millions d'euros à mettre en place avec vraiment différents dispositifs. On va en parler bien évidemment. Mais avant tout, qu'est-ce qui vous a, je dirais, le plus marqué, le plus surpris dans la plongée que vous avez fait dans ce secteur et dans les difficultés que les métiers du care rencontrent aujourd'hui? Beaucoup de choses. Déjà, c'est un rapport qui est collectif. Je pense que c'est important de dire que dans l'équipe projet, il y avait bien sûr des représentants de tous les secteurs, qu'ils soient publics, privés, associatifs, privés lucratifs, mais il y avait surtout 2 aides-soignants et une auxiliaire de vie. Ça nous a vraiment beaucoup apporté. Ce qui nous a le plus marqué, je pense que c'est la question des conditions de rémunération, voilà, notamment des auxiliaires de vie, où là, on est sur des métiers qui sont à la fois très utiles socialement, mais qui ont aujourd'hui en perspective de rester entre 9 à 11 ans plafonnés au SMIC. Donc voilà, on a un vrai sujet sur la rémunération des auxiliaires de vie. Et ce qui nous a par ailleurs marqué, c'est autour de la reconnaissance. Alors, la reconnaissance, c'est pas que le salaire. La reconnaissance et la prise en compte du rôle qu'elles font, de la relation qu'elles ont avec les bénéficiaires. Et autour de cette notion de reconnaissance et la prise en considération par le milieu déjà médical de la parole des auxiliaires de vie, celles qui sont en première ligne avec les personnes âgées. Donc là-dessus, on a du chemin à faire. Et puis la reconnaissance aussi dans le champ public, dans le champ médiatique de leur métier. Les métiers du care, les métiers du lien, prendre soin, sont des métiers extrêmement importants. Or, aujourd'hui, elles ont le sentiment parfois d'être invisibles. Et donc, leur demande principale, c'est ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien. Je crois que ça, c'est ce qu'on a entendu pendant près de 4 mois. Et je pense qu'il faut vraiment leur permettre de sortir de ce conflit de loyauté, de leur permettre de donner les conditions de bien faire leur travail. Oui, il y a à la fois une reconnaissance, et on en parlera beaucoup, des missions et puis des conditions de travail qui permettent ou ne permettent pas ces missions. Vous parlez justement de cette attractivité de ces grands âges, de leur redonner de la visibilité, de sortir de cette impensée qui existe un petit peu sur les difficultés qu'elles rencontrent, avec une approche très globale qu'on va détailler. C'est pas juste des petites actions ici et là, il faut vraiment penser les organisations, penser la culture et les différents dispositifs. La sinistralité là-dedans, elle est importante. Vous avez dit qu'elle est dans le rapport, qu'elle est indigne. Voilà, c'est les mots que vous avez employés. En quoi c'est un élément essentiel pour vous pour restaurer l'attractivité de ces métiers du grand âge? Je pense déjà que la qualité de vie au travail des professionnels dans ce secteur est liée à la qualité de service qu'on doit aux bénéficiaires. Donc, on doit de la protection aux personnes âgées dans notre pays. On doit également la protection aux travailleurs, aux salariés de ce secteur. Ça, c'est le premier élément. Donc, les protéger dans leur santé. Aujourd'hui, la pénurie de personnel dans ce secteur engendre une piètre qualité de vie au travail. Je pense que les conditions de travail sont extrêmement difficiles parce que nous manquons aussi de professionnels. Sauf que nous sommes aujourd'hui dans un système qui est un peu devenu fou, où le système administratif et financier, quelque part, a pris le dessus sur la qualité de vie au travail et la qualité de service. Et ce que nous portons dans ce rapport, c'est une vraie réforme systémique. C'est à la fois améliorer les conditions d'emploi et de rémunération, améliorer la formation, parce que nous sommes aujourd'hui face à des personnes âgées qui ont des troubles cognitifs de plus en plus importants, qui veulent rester au domicile. Et donc, il faut armer les professionnels pour aller au-devant de ces personnes. Et ça, c'est essentiel. Donc, la formation, les conditions d'emploi et de rémunération, la qualité de vie au travail et l'amélioration des conditions de travail. Et puis enfin, repenser les organisations.
le management dans ce secteur, de nouvelles organisations, la proximité s'agissant des services à domicile. Et il nous semble que pour rendre plus attractive plus attractifs ces métiers, il faut vraiment tenir ces 4 piliers. L'un sans l'autre, ça ne marchera pas. Oui, c'est pour ça que... C'est vraiment une réforme systémique que nous avons proposée. Oui, vous le dites, c'est une action publique d'ampleur que vous préconisez pour ce secteur. Et une des choses qui est assez étonnante, c'est que c'est un secteur, on l'a dit, où il y a à la fois l'aide à domicile, qui est assez spécifique, avec des structures spécifiques, et puis il y a les établissements, où c'est aussi une autre approche. On a tout de même 7 conventions collectives, 4 tarifications, plein de fédérations. Et pilotes, les départements, l'État. Généralement, on a tendance, on va faire une réforme pour les uns, une réforme pour les autres. Vous abordez les choses de manière globale. Vous dites qu'il faut penser l'ensemble de ces acteurs, qu'ils soient à domicile ou en établissement. Pourquoi il était important pour vous d'avoir une approche globale, unifiée de l'ensemble de ces acteurs ? Parce que je pense que le secteur a un vrai sujet autour de cette gouvernance-là. Déjà, vous avez double pilote, vous avez beaucoup de fédérations. Chacune a son histoire et je pense qu'il faut que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de toutes ces structures qui ont pu se monter et répondre à des vrais besoins sur les territoires. Néanmoins, il me semble aujourd'hui que si on regarde les choses du point de vue des personnes âgées ou du point de vue du personnel, ils sont exactement dans les mêmes difficultés. Et donc, vous allez le voir, dans le rapport, on a fait aussi l'effort de ne pas opposer le secteur public avec le secteur privé. S'agissant, si on se met vraiment au niveau des salariés, on est absolument dans la même situation. Donc, nous pensons qu'il faut essayer de dépasser ces enjeux de gouvernance, ces enjeux de d'émiettement des fédérations, de conventions collectives. Vous m'aviez dit, chaque fois qu'on recevait une fédération, elle partait en me disant « mais moi, je suis très spécifique ». Exactement. Et au bout d'une heure et demie, 2 heures, on ne voyait pas vraiment cette spécificité. Donc il nous semble qu'il y a un travail à faire du côté des fédérations au niveau des conventions collectives. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, il y a un travail à faire du côté des pouvoirs publics, entre les départements et l'État, aussi pour essayer d'avoir une position plus importante. Je vais vous donner un exemple. Est-il normal aujourd'hui que, s'agissant de la mobilité sur le service à domicile, ça a une importance, par exemple les indemnités kilométriques, c'est un vrai sujet, les enjeux de mobilité. Est-il normal que d'un département à un autre, nous n'ayons pas la même situation ? Pourquoi certaines auxiliaires de vie sortent de conventions collectives ? Pourquoi l'avenant ne s'applique pas à tous les auxiliaires de vie du secteur ? Ce n'est pas normal dans un pays où 95% des salariés sont couverts par des conventions collectives. Voilà, donc c'est ce qui emmène... Donc on a préconisé notamment de sortir la convention de l'agrément national, enfin des choses qui peuvent paraître techniques, mais ce qu'il nous semble important, c'est qu'il y a un rapprochement aujourd'hui des fédérations, qu'on arrive à avoir, je ne dis pas une convention collective, je suis réaliste par rapport à ça, mais qui commence notamment certains sujets, la formation, sur certains sujets, notamment les indemnités kilométriques, à avoir un rapprochement, voire un socle commun des conventions collectives et qu'on soit un petit peu plus fort. Alors, on va prendre quelques axes un peu d'action, on va pas tout détailler, puis je voudrais qu'on garde un peu de temps pour les questions de nos auditeurs qui peuvent évidemment continuer à nous poser des questions et poser des questions à Myriam El Khomri bien sûr. Il y a 4 grands points un peu, si je peux le résumer. Il y a une approche compétence que vous essayez de développer, il y a une politique QVT structurée dans les établissements que vous voulez mettre en place, les organisations de travail, les conditions de travail sur lesquelles vous voulez agir. Et puis la visibilité, les indicateurs. C'est un peu 4 grands axes qui reviennent un peu beaucoup à travers la variété, la diversité des propositions que vous mettez en place sur ce qui est la montée en compétences, je dirais, et la politique de QVT mieux structurée dans les établissements. Quelles seraient pour vous les 2-3 mesures clés à ressortir, à mettre en œuvre à partir de ce qui est dans votre rapport ? Sur le constat, aujourd'hui, on a un indice de fréquence de 100 pour 1000 salariés. Voilà, s'agissant de la sinistralité. Quand on est à 60 dans le bâtiment, 60 pour 1000 ou 34 dans la moyenne des salariés français. Le deuxième indicateur, c'est le taux d'absentéisme. Aujourd'hui, donc voilà, si vous avez une sinistralité forte, vous avez un absentéisme qui est important. Quand on sait à peu près le coût de l'absentéisme, on dit souvent qu'un point d'absentéisme, c'est entre 1 à 2 points de masse salariale. On a un absentéisme qui va être entre 7 à 15% dans les EHPAD et on peut être entre 9 à 20% dans les services d'aide à domicile. Ça veut dire qu'on demande souvent aux mêmes, l'absentéisme engendre de l'absentéisme et donc c'est cela que nous voulons casser. Aujourd'hui, nous avons préconisé dans le rapport qu'il y a une augmentation du ratio de personnel, donc il y a plus 20% dans les EHPAD et les SAD.
Et au-delà de ça, nous avons préconisé qu'on passe d'une logique de réparation à une logique de prévention. Et donc, en effet, nous avons poussé un programme national de prévention des risques professionnels qui financerait quoi? Des aides techniques, autant à domicile qu'au sein des EHPAD, de la prévention de façon massive. Et il nous semble que sur les enjeux de prévention, on a préconisé qu'il y ait plus de groupements d'employeurs, parce qu'on pense que c'est pas un élément stratégique quand même, même si c'est extrêmement important, mais je pense que on doit pouvoir apprendre à travailler ensemble, qu'on soit dans une structure privée, publique ou associative, ensemble sur un territoire. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être, à notre sens, mutualisées à l'échelle d'un territoire, mais surtout qu'on finance les remplacements des salariés qui vont en formation. C'est aujourd'hui ce qui manque. Ça, c'est un point pour nous extrêmement important. Donc, on a préconisé à l'époque dans le rapport, en octobre 2019, on a un programme national doté de 100 millions d'euros de la branche AT-MP sur 5 ans pour essayer de faire vraiment un focus. On a conscience que les 100 millions d'euros aujourd'hui, c'est en interpro sur tous les métiers au niveau national. Néanmoins, vu que la sinistralité est indigne et si nous voulons vraiment retourner les choses et agir, on a regardé un peu ce qui avait été fait dans le bâtiment, qui ont une cotisation spécifique et qui permettent d'investir. Donc, vraiment, passer d'une logique de réparation à une logique de prévention, sachant qu'aujourd'hui, ça coûte très cher, et ça coûte très cher à la branche AT-MP, accident du travail, maladie professionnelle. Et d'ailleurs, Christian Expert, à l'époque, nous l'avions auditionné avec la branche AT-MP dans le cadre du rapport, et les travaux de Rogip avaient pu vraiment nourrir nos réflexions, notamment ce qui avait été fait en Allemagne. Donc, je le dis parce que nous avons plus appris sur ces sujets-là avec la branche AT-MP que nous l'avons pu faire avec les fédérations, parce que c'est pas toujours l'observation de ces questions-là ne sont pas toujours les branches ou les fédérations ne sont pas toujours outillées sur ces sujets-là. Et donc, nous avons pu le faire notamment avec la branche AT-MP. Ça, c'est un point important. Le deuxième, alors ça peut vous paraître anecdotique, mais pour nous, ça ne l'est absolument pas, c'est nous sommes face à des salariés qui sont confrontés à la fois à l'effondrement des corps, des esprits, à la mort parfois, et il nous semble impératif aujourd'hui de prévoir 4 heures de temps collectif, autant en SAD qu'en EHPAD. Ça se fait un peu dans les EHPAD aujourd'hui, mais on n'est pas à 4 heures. Ça se fait un peu dans les SAD 1 heure, mais on veut aller jusqu'à 4 heures. Rémunéré, payé, bien évidemment, mais je le précise, c'est important, pour qu'il puisse y avoir des partages des pratiques professionnelles. Pas pour faire de la transmission, hein, pour vraiment que les professionnels du secteur aient un espace pour partager sur les difficultés qu'ils rencontrent, pour partager sur leurs besoins. Ça nous semble essentiel. Il y a ça, il y a aussi l'accompagnement automobile pour les transports, il y a plein d'autres choses. Aider à avoir des permis de conduire, il y a des les dotés de véhicules, ça c'est extrêmement important. C'est important, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des mesures spécifiques sur la formation, sur les indicateurs, sur les politiques QVT, puis il y a vraiment des mesures sur les conditions, sur ce que vous appelez l'accompagnement de cette dette psychologique qu'ils ont. Exactement. Mais néanmoins, on sait qu'on est dans un secteur où ces 4 heures, par exemple, que vous voulez pérenniser, oui, mais les personnels ont un sens du sacrifice tel qu'au bout d'un moment, elles vont aller, et puis elles sont tellement prises par des rythmes et l'automatisation des tâches qu'elles vont oublier ces 4 heures, et puis le management va se dire « je veux bien, mais j'ai pas le temps ». Il y a derrière ça aussi un changement de mentalité, de culture à opérer pour que tout le monde adhère pleinement, comprenne pleinement ces dispositifs et ces démarches. Quelle est pour vous la clé du changement de mindset, si j'emploierais un terme un peu à l'anglaise, dans ce secteur ? Je pense qu'on leur a demandé beaucoup et qu'aujourd'hui, on a beaucoup entendu, elles ont la vocation. Alors, bien évidemment, il faut avoir de l'empathie, de la bienveillance pour aller sur ce type de métier. Tout le monde ne peut pas aller sur ces métiers-là. Il faut avoir envie de prendre soin. Sauf qu'on s'est beaucoup reposé, parce que c'est aussi des femmes. Hein. Je pense que s'il y avait plus d'hommes dans le secteur, on serait peut-être pas à ce niveau-là de rémunération. Hein. Mais je pense qu'on s'est beaucoup reposé sur la force de leur engagement. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois. Ça a été la croix et la bannière pour récupérer des masques dans les pharmacies. J'en suis venue à envoyer les circulaires de l'ARS à certaines structures. Elles n'avaient pas de carte professionnelle. Vous avez dit, en effet, il y a des choses qui peuvent paraître très ras le bitume dans ce que nous avons préconisé. Une carte professionnelle, un macaron pour se garer. Mais c'est la vraie vie et c'est leur difficulté au quotidien. Donc,
qu'est-ce qu'il faut changer? Je pense que ce qu'il faut changer, c'est que, est-ce que c'est normal aujourd'hui qu'une responsable de secteur passe 80% de son temps à trouver du monde pour aller sur ces métiers, au lieu de faire le lien avec les familles? C'est ça. Ce qu'il faut changer, c'est de passer d'une logique de charge à une logique d'investissement sur ce secteur-là. Je le dis d'autant plus qu'on est dans une forme de crise économique aujourd'hui, et que ce secteur-là est une chance pour notre pays. Je vous parle d'emplois qui sont non délocalisables, qui sont des métiers d'avenir, dont nous avons besoin sur tout le territoire national. Donc, investissons massivement dans ces métiers-là, justement pour vraiment essayer de ne pas dégoûter les professionnels qui s'y engagent. Est-ce normal aujourd'hui qu'on y reste entre 5 et 7 ans? Ce n'est pas normal. Donc, voilà, si on veut que globalement ça nous coûte moins cher aussi, si on veut aussi qu'il y ait moins de personnes qui soient hospitalisées en urgence, parce que le lien c'est pour eux entre l'hôpital et ce qui se passe sur le domicile ou dans les EHPAD. Donc si on veut vraiment construire une politique sociale durable, voilà, la durabilité, c'est pas qu'en matière environnementale, durable, je pense qu'il faut vraiment qu'on passe dans cette logique d'investissement. Ça veut dire des nouvelles organisations du travail. Certes, elle a une très belle relation avec cette dame ou ce monsieur, mais est-ce normal qu'elle fasse 50 km tous les jours pour s'y rendre? Il y a des vrais sujets qui se posent. Donc ça demande aussi d'embarquer les directions pour qu'il y ait, d'investir aussi dans des formations au management, de poser des indicateurs, celui de la qualité de service, la qualité de vie au travail, l'absentéisme, le taux d'accident du trajet, d'accident du travail. C'est de poser ces indicateurs-là et que, au sein des conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, on ait peut-être plus de monde, on accepte d'augmenter la rémunération des structures en échange d'un suivi de ces indicateurs-là. On va prendre quelques temps pour les questions. Un dernier mot avant, rapidement. En quoi est-ce que la crise de la Covid, en quoi est-ce que le Ségur de la santé sont pour vous des signes d'espoir ou des signes un peu d'oubli des réalités de ce secteur? Pour moi, le Ségur de la santé, c'est un signe d'espoir, puisque on le voit, qu'il s'agisse de la rémunération des aides-soignants, en tout cas dans les EHPAD, il y a ces entre 170 et 183 euros nets par mois qui sont extrêmement importants. Et donc ça, on le salue. C'est un oubli pour les auxiliaires de vie. Voilà. Et je sais, et en tout cas, j'ai toute confiance dans les travaux actuels de Michel Laforcade, au nom du gouvernement, sur notamment la négociation autour des rémunérations des auxiliaires de vie. Voilà, ça va vite déboucher, j'espère le plus vite possible. Mais voilà, pourquoi je dis c'est un oubli? Ce qui est dommage, finalement, c'est que ça a poussé des auxiliaires de vie, et personne ne peut leur en vouloir pour cela, d'aller sur le métier d'aide-soignant. Et donc, on joue la concurrence sur déjà des professionnels qui sont en poste, alors qu'il faut vraiment qu'on élargisse le sourcing et qu'on donne envie soit à des salariés de secteur qui sont aujourd'hui qui décrutent, entre guillemets, soit à des jeunes de s'engager dans ces structures-là. Alors, quelques questions pour finir notre séquence de nos auditeurs, téléspectateurs connectés. Quand le plan de lutte contre la sinistralité dans le secteur annoncé par le gouvernement sera-t-il bouclé? Quels seront les grands axes, s'il vous plaît? Alors, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc quand je ne pourrai pas vous dire, je sais que il y a à peu près une semaine, Brigitte Bourguignon a fait un point avec l'ensemble des fédérations auxquelles j'ai pu participer. Elle a annoncé en effet ce programme national de prévention des risques professionnels dans les prochains mois, il me semble. Donc, en tout cas, il est attendu avec beaucoup d'impatience. Alors, je relis, je lis vraiment. Bonjour Madame la Ministre. Dans les EHPAD, la qualité de l'entretien des locaux a également un impact fort sur les conditions de travail et au-delà sur la qualité de service. Or, cet aspect n'est pas toujours traité lorsqu'il s'agit de rénover ou de construire des locaux. Comment inciter à une meilleure prise en compte de la prévention des risques dans les programmes de rénovation ou de reconstruction? C'est un vrai point. Il y a le rapport qui a été porté, je crois, par Philippe de Normandie sur les aides techniques qui apporte quelques éléments de réponse par rapport à cela. Moi, j'ai envie de vous dire, les professionnels de terrain, il faut impérativement être dans une logique de co-construction des réponses. Voilà. Ils nous apprennent beaucoup. Je l'ai dit dès l'introduction qu'ils nous avaient apporté beaucoup dans l'équipe projet. Tous travaux
au même titre qu'il faut aller chercher la parole des personnes âgées, parce que la citoyenneté ne s'arrête pas à l'entrée des EHPAD, la citoyenneté dans notre pays et des personnes âgées en l'occurrence, il en va de même des professionnels. Et donc je pense que sur les nouvelles organisations qui peuvent exister, alors on parle la méthode dite de Buurtzorg, les différents labels, Humanitude, Montessori, tout ce qui existe, etc., je pense que ça doit être fait par, pour et avec les professionnels de terrain. Donc la meilleure des réponses, c'est avant tout travaux de rénovation, il faut bien sûr demander l'avis aux collaborateurs. Quel regard portez-vous sur les actions des CARSAT dans le secteur ? Leur engagement vous paraît-il suffisant ? Oui, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. La question aujourd'hui, c'est comment on passe d'une logique d'action efficace à l'échelle d'un territoire à une logique un peu plus industrielle à l'échelle nationale. Donc nous nous sommes rendus, je pense à ce qui a été fait par exemple à l'UNA d'Alençon, qui a des activités vraiment à la fois sur la co-construction, mais aussi sur les risques de chute, par exemple, des personnes âgées et la prévention des gestes et postures pour les professionnels, avec des outils, avec de l'innovation technologique. C'est super. L'idée maintenant, c'est les investissements qui ont été faits à cet endroit, comment on fait pour les déployer au niveau national. Donc il faudrait, et je crois que notamment c'était la CARSAT de Gironde qui avait fait beaucoup d'actions extrêmement positives. Maintenant, comment on passe à l'échelle ? C'est ça. On en parlera avec justement tout à l'heure un représentant de cette CARSAT qui a mené un programme très intéressant. Précision, il s'agit de 4 heures par mois. Oui. Ah, j'ai oublié de le dire, excusez-moi. Imposer 4 heures de temps collectif par mois. Dernière question. Payé. Pardon. Dernière question qui nous vient du Grand Lyon. Le financement des structures est conditionné à la réalisation d'un certain nombre de prestations. On sait qu'en matière de QVT, l'encadrement de proximité est un levier d'amélioration. Or, on reproche aux structures qui mettent en place plus de management de proximité de ne pas respecter le ratio encadrement-exécutant. Ne pourrait-on pas conditionner le financement à la mise en œuvre de ressources en charge de la prévention ? Tout à fait. Un enjeu clé, ça. On pense que ça se joue au niveau des CEPOM, en fait, qui ont des conventions pluriannuelles d'objectifs et moyens, qu'il faut mettre ces indicateurs-là, et qu'il ne faut... ce que nous avons demandé, c'est que la CNSA analyse les nouvelles organisations qui fleurissent et qui c'est important qu'elles soient là, mais les analyse à la fois sur 3 éléments, le modèle économique. Je vous parlais du coût de l'absentéisme, du coût de la sinistralité, au-delà du coût humain, bien évidemment, mais le coût en termes de la branche AT-MP notamment. Donc, le modèle économique, la qualité de service et la qualité de vie au travail. Voilà, c'est les éléments aujourd'hui qui nous paraissent centraux et qu'il faut essayer de réaffirmer de façon plus forte. Merci beaucoup Myriam El Khonnouri pour ces éclairages et pour ce plaidoyer et on espère qu'il portera ses fruits avec en effet la mission La Fourcade, avec les lois à venir. Et merci à vous pour vos questions, vos remarques. Continuez à nous en envoyer plein, nous aurons des séquences pour les relayer. On va passer au premier de nos débats de cette journée d'Eurogip. Merci à vous.